Une vie, une œuvre. Pierre de Ronsard, par Christine Gohémé et Jean-Claude Loiseau. Passant, j'ai dit, suis ta fortune, ne trouble mon repos, je dors. On va parler de la mort de Ronsard, oui. Michel Simonin, parce que c'est quand même une mort, je dirais, assez extraordinaire. Il est malade, il est près de délirer, il va très très mal, il dispose son esprit, comme on dit, puis il a la fièvre, enfin. Et puis, quelques minutes avant de mourir, il dicte des poèmes. Ouais. Et un poème que vous citez dans votre biographie, tout à fait au début, c'est une des plus belles choses qu'on puisse lire. C'est tout à fait. Moi, j'ai encore toujours de l'émotion chaque fois que je le touche. C'est fou, ça. La logique eût valu qu'il mourût dans les murs du collège de Boncourt. C'est à Paris qu'il a désormais son groupe. Eh bien non, il vient mourir dans sa Touraine. Et puis il dicte ses vers. Vous pouvez nous les lire, Michel Simonin ? Il faut laisser maison et vergers et jardins, vaisselles et vaisseaux que l'artisan burine, et chanter son obsèque en la façon du cygne qui chante son trépas sur les bords méandrins. C'est fait. J'ai dévidé le cours de mes destins. J'ai vécu. J'ai rendu mon nom à ses insignes. Ma plume vole au ciel pour être quelques signes, loin des appâts mondains qui trompent les plus fins. Heureux qui ne fut onque, plus heureux qui retourne, en rien comme il est stoué, plus heureux qui séjourne, d'homme fait nouvel ange auprès de Jésus-Christ, laissant pourrir Sabbat, sa dépouille debout, dont le sort, la fortune et le destin se jouent, franc des liens du corps pour n'être qu'un esprit. Moi, je trouve que ça, il y en a encore un ou deux autres, parce que son inspiration a fonctionné, si je puis dire, de façon assez continue dans ces moments dont vous avez raison de souligner, vais-je le dire, qui sont des moments de délire, d'autant qu'il est sous opium. Ah oui. Ronsard, donc, en proie à la fièvre, aidé par les drogues que l'on sait, trouve au fond de lui-même une vérité qui est celle de toute sa vie. C'est un homme, par exemple, c'est un homme de foi. Un homme qui n'a jamais douté et qui a même une foi assez simple. Oui. Une foi évidente, un peu la foi du charbonnier presque. Mais il y a même mieux que ça, il y a une anecdote. Nous connaissons bien les détails de la mort de Ronsard par deux sources. Enfin, en fait, par trois sources. Quelques textes latins, écrits par des professeurs, un passage du discours de la vie de M. de Ronsard par Binet, qui est son premier biographe, et surtout cette oraison funèbre de Duperron dont je me suis servi comme point de départ. Or, dans l'oraison funèbre, dans la première version, Duperron en a donné beaucoup d'éditions parce que ça a eu énormément de succès, dans la première version, on raconte que dans ces jours qui précèdent sa mort, Ronsard a vu apparaître l'homme en noir, une apparition du démon qu'il a chassé. Dans la première édition, Duperron, qui venait quand même du protestantisme, n'avait pas hésité à un peu racoler le bon public. Il croyait beaucoup, comme vous savez, à l'époque, à ces choses-là. Le malin génie, le mauvais esprit. Et puis, il l'a quand même enlevé de la deuxième édition. Mais je suis pas éloigné de penser qu'il y a quelque chose de vrai sous une forme ou sous une autre dans ce qui a été rapporté à Duperron. Il n'était pas présent, la mort de Ronsard, ça lui a été rapporté. Mais ce qu'il dit là vient probablement et ce serait un des autres effets de cette foi du charbonnier que de lui avoir représenté le diable. On sait bien que l'agonie, agon, ça veut dire combat en grec, c'est une bataille où les anges défendent votre âme contre le démon qui veut s'en emparer. Et donc il est tout à fait normal dans une agonie de voir apparaître la tentation. Et Ronsard, de ce point de vue-là, a été, si je puis dire, en parfaite orthodoxie et en parfaite sympathie avec ce qu'est le christianisme un petit peu simple, un peu populaire de son temps.
Le jour que je fus né, le démon qui préside aux muses me servit en ce monde de guide, m'anima d'un esprit gaillard et vigoureux, et me fit de science et d'honneur amoureux. En lieu des grands trésors et de richesses vaines qui aveuglent les yeux des personnes humaines, me donna pour partage une fureur d'esprit et l'art de bien coucher ma verve par écrit. Il me haussa le cœur, haussa la fantaisie, m'inspirant dedans l'âme un don de poésie que Dieu n'a concédé qu'à l'esprit agité des poignants aiguillons de sa divinité. Quand l'homme en est touché, il devient un prophète. Il prédit toutes choses avant qu'elles soient faites. Il connaît la nature et les secrets des cieux, et d'un esprit bouillant s'élève entre les dieux. Lire Ronsard rend tout enfin possible. Toutes les musiques, tous les savoirs, toutes les couleurs, toutes les sensations, tous les espaces, toutes les temporalités, toutes les fureurs. Pierre de Ronsard n'est pas seulement une singularité et l'un des plus grands poètes de tous les temps, mais encore rythme et hardiesse étroitement mêlés font qu'il incarne aussi l'incandescence de son époque, ce XVIe siècle où le monde se fissure, se déplace, se transforme et propose à l'homme des énigmes nouvelles dont les réponses, si loin des nôtres pourtant, nous mettent aujourd'hui en demeure de repenser nos propres références. Michel de Guy, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui connaît parfaitement l'histoire de la poésie et qui dirigeait la revue Poésie, justement, qui est aussi une revue qui, d'ailleurs, se tracasse et se préoccupe beaucoup de l'histoire de la poésie, mais vous êtes vous-même, comme on sait, poète. J'aimerais savoir comment un poète, aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, peut lire Pierre de Ronsard. Ronsard, c'est un maillon essentiel et important, vous voyez. C'est-à-dire, comme vous savez, Ronsard était considéré comme le plus grand, le seul, le patron de la Pléiade, le maître et le majeur. Et du Bellay passait son temps à dire moi je suis pas grand-chose, je suis un mineur. Les grands genres, comme on les appelait, c'est Ronsard. L'excellence dans les grands genres. Or, ces grands genres se sont exténués, voire ont disparu jusqu'à nous, en particulier l'épique, en particulier l'épidictique, ça veut dire la louange, tous les grands poèmes de cour, et le narratif, pour se réduire, en tout cas se quintessencier pour nous au lyrique. De sorte que se retourner vers Ronsard et relire de temps en temps Ronsard, c'est avoir affaire à nouveau par la lecture au poème lyrique de Ronsard. Il faut bien reconnaître que les grandes choses, les grandes discours, les adresses en poème aux grands de ce temps, hein, les princes, les princesses, tout ce côté où le poète officiel de Ronsard qui est extraordinaire parce que des poètes, disons, officiels, sans péjoratif du tout ici, mais des grands poètes reconnus de leur temps et dans cette fonction multiple, il n'y en a pas beaucoup. C'est un poète de cour, un poète tonsuré aussi, qui a vécu de bénéfices ecclésiastiques, une grande figure de chef d'école, enfin, un tout petit peu anachronique, ça. Tout ce côté-là est évidemment pour nous, puisque je ne suis pas un érudit travaillant sur Ronsard, c'est le côté qui n'est pas tombé, mais qui Ronsard est rentré dans le rang, si vous voulez. On pourrait dire Ronsard est rentré dans le rang, et à côté de Du Bellay et à égalité, il devient faut pas le premier, mais disons, les premiers poètes de la langue française vulgaire, dans le grand projet de la Pléiade qui est de rivaliser avec les Italiens, c'est-à-dire d'écrire dans la langue vulgaire, la langue du pays. Alors le côté grand technicien de la poésie de Ronsard, côté évidemment un peu oublié, sauf des doctes évidemment,
les modèles pindariques en particulier, qu'avec son ami Baïf, il voulait faire entendre, je ne dirais pas raviver, mais vraiment implanter ou faire entendre dans la langue française, ce côté-là, sauf travail un peu érudit, évidemment on y est moins sensible, mais moi aussi, comme tout le monde. Donc vous voyez pour moi ce que c'est que la figure de Ronsard pour moi, avec aussi les questions qui sont celles de tout art poétique aujourd'hui encore, c'est-à-dire les questions de l'engagement, car après tout, Ronsard est un écrivain et un poète engagé. Il est pris dans la tourmente des guerres de religion. Il est du côté catholique, mais c'est pas. Il s'adresse à Bèze, ou comment s'appelle Théodore de Bèze. Il s'adresse aux réformés. Enfin, il se tend, sans parler des princesses qu'il accompagne en Écosse, ou ce côté. Bon, alors, c'est pas un poète de cour au sens banalisé d'aujourd'hui, où la reine d'Angleterre a encore un poète qui a la pointe. Non, on peut appeler ça un poète pour lequel l'art poétique est d'engagement dans son temps, de discours au sens poétique, discours au prince, discours, etc. Et ça, c'est très important, au sens ça fait un élément capital d'un art poétique, et on peut aller chercher ça aussi chez Ronsard. Monsieur Bourdin. Je ne veux couronner mes cheveux ni mon front d'un laurier qui croîtra sur la cime d'un mont. Je veux l'aller chercher sur le haut d'une roche difficile à grimper, où personne n'approche. Je veux avec travail brusquement y monter, m'égratignant les mains avant que l'apporter, pour le montrer au peuple. Michel Simonnin, avant, au fond, d'entrer avec vous dans la vie de Ronsard et dans son œuvre, moi, j'aimerais vous demander ce que vous éprouvez de l'œuvre de Ronsard. Et au fond, est-ce que vous pourriez nous en faire un portrait, puisque vous l'avez beaucoup fréquenté tout de même? Le portrait de l'œuvre ou le portrait du poète? Le portrait du poète, un portrait de Ronsard. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque déjà la même question, oui. Parce que il s'est très tôt identifié à l'idée d'une œuvre, ce qui, du reste, dans son temps, n'était pas très ordinaire. Beaucoup de ses contemporains s'en tiennent soit à des petites feuilles, à des recueils qu'ils disséminent tout au long de leur vie, alors que Ronsard a très précocement l'idée de construire ce qu'il appelle le bâtiment de ses œuvres. C'est une expression qui est évidemment empruntée à l'architecture. Il a d'ailleurs beaucoup à en découdre avec ce qu'il appelle les maçons, c'est-à-dire les architectes. Philibert Delorme, par exemple. Voilà, c'est ça, qui sont les favoris de Catherine de Médicis et pour lesquels elle a des ressources qu'elle ne donne pas aux poètes. Ronsard a songé très tôt à construire des œuvres. Sa relation à la poésie est une relation qui est gouvernée par l'idée d'immortalité, par la présence obsédante d'un côté des très grands, ceux qu'on ne peut pas dépasser, c'est-à-dire Homère et Virgile, d'une part, et d'autre part, par le traumatisme des grands anciens qui ont disparu vers et bien, si je puis dire. En particulier les lyriques grecs, dont ne subsiste plus que le nom. Et la grande idée de Ronsard, c'est d'éviter qu'il ne subsiste plus que son nom. Mais il est protégé par Gutenberg. Il faut dire peut-être, André Gendre, que quand même là on a affaire à un siècle exceptionnel qui a d'ailleurs produit des poètes exceptionnels et puis des êtres exceptionnels à tout point de vue. Mais il faut se rappeler qu'au fond, à la fin du siècle précédent, c'est-à-dire très peu de temps avant, s'ouvre tout le Nouveau Monde, que donc tout d'un coup la Terre elle-même, le monde lui-même s'ouvre, qu'arrivent effectivement tous les textes, les traductions de l'Antiquité, gréco-latine, enfin bon, plutôt grecque d'ailleurs. Là, on a un monde qui est en pleine fissure, qui craquelle de toutes parts. Et au fond, on voit très bien comment Ronsard va être le poète de ce monde-là aussi, et comment il va en tirer effectivement une œuvre d'art. La Renaissance, évidemment, prend conscience tout à coup
d'un hiatus chronologique. Elle prend conscience de l'existence pour elle-même de l'Antiquité, et évidemment, cette prise de conscience correspond à la découverte d'un nouveau monde dans le temps passé, alors qu'on découvre un nouveau monde aussi dans l'espace, et un espace qui appartiendra au temps à venir. Oui. Est-ce que l'esthétique poétique de Ronsard coïncide avec l'esthétique du XVIe siècle? Est-ce qu'on peut dire que c'est un poète maniériste? Oui. Alors, disons que le XVIe siècle a sans doute plusieurs esthétiques. Je parle de la poésie, l'esthétique marotique. Oui. Après la Pléiade, on connaîtra l'esthétique d'un temps troublé, qu'on appellera souvent l'esthétique baroque, celle des poètes de la méditation. Donc, plusieurs esthétiques, mais il est vrai qu'au centre du siècle, l'esthétique de Ronsard correspond à une esthétique générale, en particulier l'esthétique des beaux-arts. Le maniérisme aime le détail et l'abondance, Oui. la copia, comme on disait. Oui, une abondance dont on peut se demander si elle n'est pas à ce point développée parce que on craint le vide. Oui, bien sûr. La mort est toujours présente. Voilà, une réaction contre le vide. Le maniérisme est tout de même une école qui est partie en Italie, d'un certain malaise par rapport aux grands peintres, aux grands sculpteurs. Bonjour mon cœur, bonjour ma douce ville, bonjour mon oeil, bonjour ma chère amie, et bonjour ma toute belle. Bonjour, maîtresse, mon amour, mon doux printemps, ma douce fleur d'Auvergne, mon doux plaisir, ma douce bonne mon passera, ma joie éternelle. Je crois qu'on ne peut pas penser l'esthétique de Ronsard sans penser à un principe esthétique plus général de son époque, qui est celui de l'imitation. La théorie de l'imitation est une théorie fondamentale. Alors, évidemment, quand on parle de cette théorie, il faut être prudent. Certains pourraient penser qu'on parle d'imitation que les poètes du XVIe siècle parlaient d'imitation par une certaine impuissance à être créateurs eux-mêmes. Je crois que, de ce point de vue, rien n'est plus faux. N'imaginons pas l'imitation comme une faiblesse, c'est au contraire une sorte d'ascèse d'un poète du XVIe siècle et une sorte, au fond, de défi. Le poète du XVIe siècle admire à ce point les poètes antiques ou les poètes de la Renaissance italienne comme Pétrarque, qu'il veut, au fond, rivaliser avec eux en les imitant. À l'époque, la mémoire était si développée que la connaissance des œuvres, la connaissance par cœur des œuvres antiques était fréquente et elle était presque totale. Si bien que imiter, c'était céder à une seconde nature. Vous pouvez penser la reproduction de la nature extérieure, du monde extérieur, bien sûr directement. Un tel paysage inspire un poète, un tel paysage inspire Ronsard, mais cette inspiration ne peut pas ne pas passer par l'existence de textes qui traitent de mêmes sujets, qu'il connaît, qui sont là, qui appartiennent comme une seconde nature à lui-même. Au XVIIe siècle, on dira, il est nourri des anciens, voilà. Ah oui, tout à fait, exactement. Il est nourri. Au moment de la querelle des anciens et des modernes, on dira, ils sont nourris des anciens. Et c'est peut-être le moment, justement, de dire que Ronsard a évidemment cette œuvre poétique qui nous est donnée d'ailleurs dans la Pléiade, en œuvre complète, mais il y a une œuvre de traducteur de Ronsard qu'on ne connaît pas. Il a travaillé à des traductions de textes anciens, de textes grecs, de textes latins. Oui, bien sûr,
particulier sous le préceptorat de Dora. Bien sûr. Dora l'a initié à la langue grecque et Ronsard a participé avec lui à des mises au point, même souvent de textes rares. Ce n'est pas forcément Homère que l'on connaît, mais des poètes comme Lycophron. Ce qui est intéressant dans l'imitation de la Renaissance, c'est que cette imitation est choisie aussi bien dans les textes les plus rares que dans les textes les plus connus. Oh, ma belle Angevine, oh, ma douce Marie, mon œil, mon cœur, mon sang, mon esprit et ma vie. Si j'étais un grand roi, pour éternel exemple de fidèle amitié, je bâtirais un temple de sur le bord de Loire, et ce temple aurait nom, le temple de Ronsard et de sa Marie. Il considère que la Touraine est le jardin du monde, le jardin de France. Mais c'est pas faux à l'époque, hein. C'est absolument pas faux. Et il se raconte ou fait raconter par ses amis que les Ronsards sont originaires d'une vieille famille. Ah oui, c'est ça. Alors il a une généalogie fictive. Ah, bien sûr, comme ça, tout le monde. Ça ne lui est pas propre. En réalité, on connaît bien les origines. Ce sont des sergents fieffés de la forêt de Gâtine, c'est-à-dire des gens, des honnêtes serviteurs qui se sont peu à peu avancés au service d'abord de la famille de Bourbon-Vendôme, des Vendôme, et ensuite auprès des rois par le jeu même des alliances. Mais pour le reste, c'est un personnage qui s'est évidemment nanti d'une généalogie fabuleuse, comme c'est à l'époque de règle, et la sienne le fait remonter aux rives de la mer Noire, c'est-à-dire l'endroit où est né Orphée. Il sort d'une famille de serviteurs du roi, ce qui peut signifier, en particulier au moment de ce qu'on appelle les voyages d'Italie, c'est-à-dire les grandes entreprises de Charles VIII et de Louis XII, de passer les monts et d'aller guerroyer en Italie. C'est ce que fait effectivement son père, à maintes reprises. Du côté des femmes, les choses sont un peu différentes. C'est une tradition également de se marier dans ces familles qui sont en pleine ascension sociale, de se marier un peu au-dessus de soi. Et un des moyens de se marier au-dessus de soi, c'est de prendre quelqu'un de grande famille, mais d'une vertu un peu écornée. Ah oui, voilà. Une personne un peu en solde, en quelque sorte. Je vois. Alors, on pourrait peut-être dire quand même tout de même quelques mots du père de Ronsard, parce que c'était pas n'importe qui. C'était un ami de Bayard, par exemple. C'est un ami de Bayard, et surtout, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de goût pour la poésie. C'est un homme qui, avant, et en même temps d'ailleurs que Clément Marot, il connaît probablement le père de Clément Marot, Jean Marot, c'est un peu sa génération, il connaît bien Jean Boucher, qui est le grand rhétoriqueur, l'écrivain vedette des années 1530. Il le soutient d'ailleurs. Il le soutient, absolument, il est son mécène, il lui adresse des vers, il en reçoit du reste de sa part, et il se préoccupe déjà de l'alternance des rimes masculines et féminines, bref, de questions assez techniques de prosodie, qui sont singulières, mais lorsqu'on va encore aujourd'hui à la Poissonnière, et on ne saurait jamais assez trop recommander aux gens, puisqu'on a la chance d'avoir une maison d'écrivain, non pas la maison de l'écrivain quand il était écrivain, mais du moins l'endroit où il est né. Et ça a été admirablement restauré par une famille depuis près d'un siècle, donc c'est une chose à regarder. Vous y verrez des inscriptions grecques qui sont placées là par le père, ce qui est là très particulier, car la noblesse française, vous le savez, a eu longtemps, et peut-être encore à l'égard de la culture, des réticences que n'avait pas la noblesse italienne, par exemple. Oui. Et le père de Ronsard est une exception, c'est un italianisant de ce point de vue-là. Alors, on va dire deux mots tout de même sur l'enfance de Ronsard à Michel Simonnin, mais finalement, on sera assez rapide parce que je trouve cette enfance assez courte d'une certaine manière. Déjà, tout adolescent, il va lui arriver beaucoup de choses à Ronsard. C'est-à-dire qu'il a une enfance, une adolescence qui vont pas du tout, et pour cause, dans le sens de ce que va être ensuite sa carrière. À la vérité, personne n'avait... le père de Ronsard, qui sait très bien sa cour,
avait misé beaucoup, d'abord sur celui qu'on appelle le dauphin François, c'est-à-dire le fils aîné de François Ier, qui a été empoisonné, dit-on, en réalité qui est mort d'une pleurésie probablement, dans les années 1530, au moment où Ronsard avait été placé à son service. Il voit donc l'autopsie du jeune dauphin, il y a une sorte d'apprentissage de la vie extrêmement brutal. Et il passe aussitôt après, c'est un tournant de son destin, auprès d'un personnage sur lequel je me suis un peu attardé parce qu'il est mal connu et pourtant il est essentiel, c'est Charles, duc d'Orléans, qui est le troisième fils de François Ier, qui mourra avant son père, lui aussi prématurément, et c'est à lui que Ronsard est attaché, toujours comme page, c'est-à-dire, en réalité, comme serviteur très proche, pour apprendre ce qu'on appelle le manège, c'est-à-dire le travail de la guerre. Et puis, ça c'est une particularité passionnante de ces années-là de Ronsard, et qui sont, disons-le, quand même importantes pour la suite. On a songé à lui pour ce qu'on appelle la diplomatie, d'une expression qui est presque un petit peu anachronique pour désigner ça. En vérité, une partie de la haute noblesse avait vocation à aller par monts et par vaux, éventuellement en apprenant les langues, dans le but, tout simplement, de jouer un rôle d'espion de haut niveau, ou bien d'accompagner, dans le cadre des mariages dynastiques qui sont une sorte de maillage qui est répandu sur toute l'Europe. C'est comme ça que Ronsard est parti à 2 reprises, une fois avec une Guise, et puis ensuite il a été auprès de Marie Stuart. Oui, il a fait le voyage. Il a fait plusieurs fois le voyage. Oui. Et la première fois d'ailleurs, il a subi une tempête assez terrifiante. Voilà, il s'est souvenu très longtemps de cette tempête. Il a voyagé là, il a voyagé également en Europe centrale, enfin, du moins vers l'Allemagne avec le père de Baïf. Il a beaucoup bougé. C'est un personnage, dans ces années-là, qui s'apprête à une carrière que sa santé ou les circonstances, là-dessus, il y a beaucoup de mystères. Vous savez, on a dit, c'est parce qu'il est devenu sourd. C'est un drôle de personnage pour un sourd, puisqu'il mourra quand même assez, non pas âgé, mais enfin... 61 ans. Voilà, il mourra à l'époque à un âge qui est honorable, et on raconte, je me suis fait un plaisir de le souligner, les conversations qu'il a au collège de Boncourt 2 ou 3 ans avant sa mort. Alors pour quelqu'un qui était sourd à 14 ans, il s'est passé un miracle. Non, en réalité c'est une affectation, la surdité. La surdité, il faut la comprendre comme non pas une information biographique. C'est ça qui est très difficile pour étudier les gens de cette époque. C'est pas une information biographique, c'est une information, l'expression est un peu pédante, prosopographique, c'est-à-dire qui a trait à l'éloge. De la même façon qu'Homère était aveugle, ce qui lui faisait en quelque sorte voir ce qui voit ne voit pas, Ronsard qui était sourd entendait une musique des vers que personne n'entendait. Aussi bien les flatteurs comme les vrais amis qui font semblable mine, éperons à tout office, pressent les grands seigneurs de leur faire service d'une pareille ardeur, sinon que le moqueur presse plus que celui qui aime de bon cœur. Si quelque grand seigneur quelque chose commande, si bonnet ou chapeau ou bulle il demande, s'il veut aller dehors, s'il faut chercher quelqu'un, s'il faut accompagner, le flatteur importun est toujours près d'aller. On va peut-être parler, si vous voulez bien, Daniel Ménager, un peu de la spécificité du lien que Ronsard entretient avec les rois, oui, avec la cour. Il écrit, d'abord, il faut dire qu'il leur demande de l'argent, déjà. Hein. C'est vrai. De manière parfois assez crue. Oui, même très directe. Très directe. Et peut-être assez déplaisante. Oui, il n'a pas l'humour de Marot. Marot demandait de l'argent en s'amusant. Ronsard demande de l'argent de manière assez âpre. Oui, mais il a un caractère assez âpre, hein, Ronsard. Il ne facilite pas toujours la conciliation. Il est un peu rugueux. Il est rugueux parce il a une très haute idée de sa fonction de poète et de sa valeur personnelle. Alors, on peut peut-être prendre ce mot au vol, si vous voulez bien, sa fonction de poète. Quelle est sa conception du rapport entre le poète et le politique ? Je crois d'abord que le poète, c'est l'expression qui me vient à l'esprit, elle est un peu déplaisante, mais enfin, c'est d'abord un donneur de leçons. Un donneur de leçons, c'est pas très agréable, mais enfin, Ronsard croit qu'il est dans son rôle, s'il rappelle au roi quel est son métier de roi. Alors, il le fait à plusieurs reprises. Il l'a fait pour Henri II,
Il a fait pour tous les rois, Henri II, François II, et surtout Charles IX et Henri III. Alors il donne des conseils, et là il s'inscrit tout à fait dans la ligne des humanistes. Erasme et tous les autres, ou Budé, qui pensaient qu'il y avait une manière de bien faire le roi, comme Montaigne dira, il y a une manière de bien faire l'homme. Il y a un métier de roi qu'il faut savoir faire. Et Ronsard, quand il donne ses conseils, ne cherche pas du tout à plaire. Plus ça ira d'ailleurs, plus ses conseils deviendront des admonestations, et parfois même des reproches. Donc c'est d'abord cela, mais c'est pas que cela. C'est rappeler au roi des missions qu'on a un petit peu perdues de vue quand on en était à l'idée que les rois à cette époque faisaient un peu ce qu'ils voulaient, gouvernaient de droit divin, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, de droit divin, et n'avaient aucun pouvoir qui puisse les contrôler. En fait, les historiens, là encore, nous ont bien éclairés. Donc, Ronsard rappelle ce qu'est une monarchie. Alors, une monarchie, et on peut le dire sans être monarchiste, c'est une assez grande chose qui impose toutes sortes de devoirs, mais aussi, j'allais dire, qui impose des ressemblances. Alors, je m'explique là. Le roi gouverne le monde, enfin le monde, son pays du moins, comme Dieu gouverne le monde, comme le soleil gouverne le ciel et les étoiles. Donc c'est un principe d'ordre. Mais quand on parle d'ordre, il ne faut pas voir une répression, une police, si je puis dire, qui remettrait chacun à sa place, empêcherait des débordements. Non, l'ordre, c'est un principe de tranquillité, de paix, de concorde. Bien sûr, cela suppose que chacun soit à peu près à sa place. Donc Ronsard ne dit pas simplement au roi, il faut être bon, juste, clément. Non, il a une vision de la monarchie beaucoup plus grande. On pourrait dire presque métaphysique. Hein. Ah oui, oui. On peut le dire. On peut le dire d'autant plus d'ailleurs que cette vision de la monarchie, elle est largement inspirée de certains philosophes anciens. Bon, on cite souvent les néoplatoniciens de l'Antiquité ou du XVe siècle. On peut parler aussi d'autres courants philosophiques, au fond, peu importe. C'est une vision assez largement métaphysique. Et alors, le paradoxe, peut-être, c'est que l'un des moments où on fait le plus de métaphysique, sans le dire et sans que tout le monde comprenne les enjeux, c'est quand il y a des fêtes. Le soir qu'amour vous fit en la salle descendre pour danser d'artifice un beau ballet d'amour, vos yeux, bien qu'il fût nuit, ramenèrent le jour, tant ils surent d'éclairs par la place répandre. Le ballet fut divin, qui se saoulait, reprendre, se rompre, se refaire, et tour de sur retour se mêler, s'écarter, se tourner alentour, contre-imitant le cours du fleuve de méandre. Or s'il était rond, or long, or étroit, or en pointe, en triangle, en la façon qu'on voit l'escadron de la grue évitant la froidure. Je faux, tu ne dansais, mais ton pied voletait sur le haut de la terre. Aussi ton corps s'était transformé pour ce soir en divine nature. Il n'y a jamais eu autant de fêtes organisées par la cour qu'au moment des guerres civiles. Alors, à l'époque de Michelet, et même encore longtemps après, on s'est dit, enfin, ces gens-là sont inconscients, il y a de la misère partout, de la famine parfois, des massacres, et pendant ce temps-là, on danse sur un volcan, etc. Alors, en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées et donc beaucoup plus intéressantes. Certainement, oui, oui. Parce que, bon, bien sûr, il y a des fêtes où on essaie d'oublier. Et Catherine de Médicis, qui s'y entend, s'arrange même parfois pour jeter de jolies jeunes femmes dans les bras des gentilshommes protestants afin qu'ils se tiennent un peu tranquilles. Bon. Mais il y a bien autre chose dans les fêtes. Les fêtes, constituent parfois un rituel monarchique. Je rappelle cet épisode bien connu, ce très très long voyage d'1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus exactement, qui, en 1564-1565, a conduit
le jeune roi Charles IX et sa mère. Au Tour de France. Le fameux Tour de France. Alors c'est une histoire tout à fait étonnante, d'abord, qui corrige des idées reçues, qui nous rappelle que la cour de cette époque était une cour souvent itinérante. Mais oui. Pas du tout la cour de Louis XIV. Et à chaque entrée dans une ville, c'était un rituel à peu près immuable, des arcs de triomphe, des cortèges, des processions, des spectacles, ballets, mascarades, cartels, qui avaient, en somme, le but de réconcilier le roi et sa nation. Et puis alors, il y avait tout à fait autre chose qui étaient les fêtes de cour proprement dites. Alors là aussi, étonnement, voire scandale de certains, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'argent parfois touché par les poètes qui écrivaient des textes pour ces fêtes de cour. On en a les preuves, les documents. Ronsard lui-même. Par exemple, en 1581, Henri III marie, si je puis dire, un de ses favoris, Joyeuse. Or, il y a des fêtes somptueuses, alors que le pays est épuisé. Et c'est pas simplement Michelet et le 19e siècle qui sont scandalisés, ce sont certains contemporains, comme l'Étoile. Bon. Alors, là encore, essayons quand même de porter un jugement équilibré. Que constate-t-on? Qu'on espère beaucoup de ces fêtes, non seulement pour réconcilier les gentilshommes catholiques et protestants, mais parce que elles peuvent avoir, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est celui, Jean Jacot, qui a beaucoup contribué à l'exploration de ces fêtes. C'est un rituel magique, en quelque sorte. En implorant la paix, en donnant tous les signes d'une harmonie retrouvée, on pourrait effectivement la faire revenir. Une utopie, en quelque sorte. C'est une utopie. On crée les conditions d'une utopie. Voilà, une sorte d'utopie. D'un idéal. Oui, mais une utopie concrète. Et qui passe notamment par le bal et par la danse. Autre exemple, alors celui-là est beaucoup plus connu. Quelques jours avant la Saint-Barthélemy, il y a les fameuses noces d'Henri de Navarre et de la future reine Margot, Marguerite de Valois. Bon. Nouveau bal, nouvelle série de bals, faudrait-il dire, à la cour, et de nouveau une danse. Alors là, on a un témoignage de Ronsard lui-même, dans le fameux poème La Carite. Le roi dansant la volte provençale faisait sauter la Carite, sa sœur. La Carite, c'est donc Marguerite de Valois, à laquelle Ronsard donne le nom de grâce ou de muse. Le roi dansant la volte provençale faisait sauter la Carite, sa sœur. Elle, suivant d'une grave douceur, à bond léger volait parmi la salle. Ainsi qu'on voit aux grasses nuits d'automne un prompt ardent sur les eaux éclairées, tantôt de ça, tantôt de là, viré, et nul repos à sa flamme ne donne. Elle changeait, en sans métamorphose, le cœur de ceux qui son front regardaient. Maint trait de feu de ses yeux descendait, et sous ses pieds faisait naître des roses. Au-devant d'elle, allait pour sûr guide, avec l'honneur, la grave majesté et la vertu, qui gardait sa beauté comme un dragon, le fruit des Hespérides. C'est un moment de beauté intense. Tout n'était pas pour le mieux, les relations n'étaient pas au mieux entre Charles IX et sa sœur. Par un coup de baguette magique, il y a une sorte de réconciliation qui est possible grâce à la danse. Mais alors pourquoi la danse? Là, parce que la danse, à cette époque, c'est pas vraiment ce qu'on entendra par là au XIXe siècle. Alors c'est peut-être l'occasion du flirt ou de tout ce qu'on voudra, mais c'est un rituel très grave. La volte provençale, d'ailleurs, n'est pas le meilleur exemple des danses de l'époque. C'est une danse que certains jugent un peu osée,
parce que les femmes se découvrent en dansant. En fait, la plupart des danses sont des danses qu'on appelle horizontales, sans gambade. Ce sont des danses très graves, assez lentes, qui dessinent sur le sol des figures assez complexes. Et on en a des témoignages tout à fait clairs. Et ces danses-là, quel est leur but? C'est pas simplement de proposer des figures gracieuses, c'est d'imiter, là encore, d'autres danses qui sont des danses, on peut le dire, cosmiques. Les étoiles, selon la science de l'époque. Donc on dessine des figures. Oui, les étoiles dessinent des figures. Symboliques. Voilà. Donc danser, trouver de beaux pas de danse, c'est imiter l'ordre du monde. Et si on imite l'ordre du monde, alors on peut se reprendre à espérer. Ronsard fait le choix de la poésie. Sa manière d'y entrer est très remarquable. Il intoxique d'abord l'opinion par une rumeur. Il y a une maîtrise de la rumeur qui est quelque chose qui aujourd'hui encore m'émerveille. Parce qu'il n'ébruite partout que des poésies de Ronsard que personne n'a vues. Michel Simonnin. Et il distille dans les œuvres poétiques de Pelletier du Mans, publiées en 1547, c'est la fameuse rencontre au Mans avec Jacques Pelletier, une ode, non encore imprimée, le premier texte de Ronsard. Après quoi, il distille 2 ou 3 petites piécettes à propos des mariages et d'événements de la cour en 1549. Une hymne de France qui est le noyau de ce que devrait être la Franciade. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose déjà de très habile. C'est de laisser penser qu'on a le petit œuvre d'un grand œuvre à venir, un apéritif. Et alors après cela, il va gérer très, très intelligemment en passant d'un éditeur à l'autre. C'est un homme qui change d'éditeur. Une virtuosité dans le passage d'un éditeur à l'autre qui en remontrerait à nos contemporains. Et après quoi, il se trouve assez rapidement, parce qu'il a eu à la fois l'idée, et il faut bien le dire, la ressource de passer d'un genre à l'autre. Quand arrive la fin de la première décennie, en 1560, Ronsard a successivement donné, en 1550, des odes, en 1552, des amours, c'est-à-dire des sonnets et quelques élégies, en 1553, les amours avec un commentaire, s'il vous plaît, comme les poètes grecs et latins, par son ami Muret. La même année, sous le voile de l'anonyme, un livret de folâtrie qui est un recueil de priapés, très raide donc. Un des textes d'ailleurs qu'on va lui attribuer. Ah, tout à fait, mais j'ai retrouvé un document qui Ah non, mais il a été condamné en Parlement et tout le monde a su que c'était lui. Oui. En plus, il a fait les choses de la façon, disons, la plus insolente. À la fois, il a fait caché, bien sûr. Tout à fait. Il a fait envoyer par son éditeur un service de presse à Olivier de Magny qui le remercie. Alors, et en vers dans un livre imprimé. Par conséquent, l'attribution est immédiate. D'abord, tout le monde le savait à Paris. Il n'y a que lui qui pouvait écrire ça. Donc, il y a un jeu extraordinaire de cochonneries gauloises et à côté de cela, de priapés faunesques, très antiques, etc. Un jour qu'on entend les calculs, on dit disons, on mettait le cula, on mettait le cula, on mettait le cula, une cyprès, la goutte fit couler, la goutte fit couler, et jamais Je te salue, ô vermeillette fente, qui vivement entre ses flancs reluit. Je te salue, ô bienheureux pertuis, qui rend ma vie heureusement contente. C'est toi qui fais que plus ne me tourmente l'archer volant qui causait mes ennuis. T'ayant tenu seulement 4 nuits, je sens sa force en moi déjà plus lente. Ô petit trou mignard, trou velu, d'un poil follet mollement crépelu, qui à ton gré dompte les plus rebelles, tout vers galant devait pour t'honorer à beaux genoux te venir adorer, tenant au poing leur flambante chandelle. Bien. 1555. Entre-temps, quelques relais, quelques recueils de relais, les hymnes.
c'est-à-dire le grand genre. Là-dessus, comme si, au fond, il voulait corriger l'effet produit par les amours de Cassandre de 1552, les amours de Marie. Cassandre était inaccessible, elle était mariée, etc. Marie est une sorte de gentille paysanne de Bourgueil qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus charnelle que la précédente. C'est-à-dire que, évidemment, on a dit qu'il a changé de femme. Non, il faudrait dire qu'il a changé de registre. Oui, bien sûr. Ça a peut-être correspondu à un changement de femme, personne n'en saura jamais rien. Mais il a changé de registre. Après cela, il va s'occuper d'explorer encore quelques autres territoires et de commencer à construire en 1560, 25 ans avant sa mort, la première édition de ses œuvres. Il édite ses œuvres en 1560. Et après cela, de 1560 à 1585, donc au jour même de sa mort, il n'a cessé de préparer les nouvelles éditions de ses œuvres. Une chose que les gens ignorent, c'est que Ronsard n'a par exemple jamais publié un petit recueil qui se serait appelé « Les sonnets pour Hélène », que nous connaissons tous. Non, il l'a glissé dans ses œuvres. Le laboratoire est là. Or ça, et c'est pourquoi y a-t-il lieu de parler d'orgueil, aucun de ses contemporains n'a donné quelque chose qui ressemble, si je puis dire, à un ensemble aussi concerté, aussi soigné. Car d'une édition à l'autre, il chasse une pièce, il rectifie un vers. On sent rien. C'est un je dirais, même si c'est aujourd'hui peut-être un petit peu trop à la mode, je dirais que c'est un authentique professionnel. Il dit quelque part, mon livre, poésie est un pré, poème est un jardin. Vous pouvez toujours, dans le pré, aller dans le jardin et laisser le reste. Ou encore, il dit, c'est encore une très belle formule, un des plus beaux textes de Ronsard, c'est une élégie qu'il a placée à la tête des œuvres de 1560. « Machette, qui le veut, me lise qui pourra. » Alors évidemment, Yvonne Bélanger, ce qu'on connaît de Ronsard, ce que la scolarité nous a fait passer de lui, c'est une poésie amoureuse, c'est le fameux « Mignonne, allons voir si la rose », qui est d'ailleurs tout à fait une splendeur, qui a d'un côté évidemment fait passer Ronsard jusqu'à nos jours et qui en même temps l'a réduit à ses vers. Alors, est-ce que on pourrait peut-être commencer par travailler sur la poésie, les premières qui sont parues, donc celles de 52. De quoi est-ce que sont faits ces premières amours de Ronsard? Alors c'est le recueil intitulé tout simplement Amour, pour commencer. Il s'adresse à une dame nommée Cassandre, qu'une certaine tradition depuis le 19e siècle identifie avec une certaine Cassandre Salviati. Est-ce que c'est vrai ou non, ça? Ronsard n'a jamais nommé dans ses vers Cassandre Salviati. Jamais. Est-ce que c'était un prénom répandu à l'époque? Oui, bon. Ça existe. Et puis alors, il y a des précédents littéraires. Il y a des précédents littéraires qui souvent en expliquent plus. En outre, n'oubliez pas que Cassandre est une des héroïnes troyennes d'Homère, oui. Et que le prestige, qu'on retrouvera d'ailleurs avec le prénom d'Hélène un peu plus tard, le prestige de la littérature d'Homère y est pour quelque chose. Et en outre, le biographe de Ronsard, Claude Binet, écrit cette phrase justement à propos des amours de Cassandre. Ronsard, s'étant ressouvenu d'une belle qui avait nom Cassandre, qu'il eut seulement moyen de voir, d'aimer et de laisser à même instant en un voyage qu'il fit à Blois, il se délibéra de la chanter comme Pétrarque avait fait la Laure, amoureux seulement de ce beau nom, comme lui-même m'a dit maintes fois. Il a imité
comme d'autres, Pétrarque lui-même et les Italiens. Mais il y a dans sa poésie, et ça, il est un des très rares poètes français qui atteignent cette qualité-là, et je pèse mes mots quand je dis français, je veux dire pas seulement du XVIe siècle, il y a une qualité de mouvement dans sa langue, dans les images qu'il suggère, dans la fluidité musicale, dans la manière dont il manie les mots, qui est tout à fait extraordinaire. Et je pense que c'est une des raisons, et on le voit par exemple dans un des sonnets justement qu'il consacre, comme il y en a plusieurs, aux cheveux de Cassandre. Et il décrit les cheveux de Cassandre, et vous avez véritablement, non pas un simple portrait immobile avec une femme qui a de beaux cheveux, ça peut être très agréable à voir, mais vous avez une sorte de, comment dire, d'image de la vie en mouvement, où la chevelure devient un reflet de la puissance de la joie et du bonheur d'exister, si vous voulez. Et tout cela dans des poèmes qui souvent sont des poèmes douloureux, puisque l'amour, à la manière pétrarquiste, est évidemment un amour insatisfait, mais où la joie de vivre est telle qu'elle rayonne à travers quelquefois les mots même, soit que son or se crêpe. Le crêpe, c'est un mot qu'on emploie souvent pour la chevelure, c'est l'idée de onduler, vous voyez. Enfin, soit que son or se crêpe lentement, ou soit qu'il vague en deux glissantes ondes, qui ça, qui là, par le sein vagabonde, et sur le col nage folâtrement, etc. Puis alors, il restitue des sensations au lecteur. C'est-à-dire, on voit la chevelure, on a presque envie de la toucher, pratiquement. Oui, et puis alors, mais vous en avez des quantités d'autres. Par exemple, un des thèmes fréquents, chez Ronsard en général, et dès les Amours de Cassandre, c'est peut-être d'ailleurs particulièrement vrai dans les Amours de Cassandre. Plus peut-être, c'est toujours hasardeux de se livrer à ce genre de comparaison, mais enfin, j'en ai un petit peu l'impression. Vous avez un thème donc qui se relie, qui s'associe au thème du mouvement, qui est celui de la métamorphose. Bon, où il reprend, alors ce que vous disiez tout à l'heure, des données d'érudition empruntées à l'Antiquité. Vous savez qu'il y a des quantités de métamorphoses qui passent souvent par Ovide, mais enfin, qui sont reprises dans la poésie du XVIe siècle. Alors, il y a un sonnet qui est particulièrement connu, qui est peut-être le sonnet le plus beau des métamorphoses, où de strophe en strophe, il évoque, enfin, il se compare volontiers du reste à Jupiter séduisant Danaé en se transformant en pluie d'or, à Jupiter séduisant, je ne sais plus laquelle de ces belles, en se transformant en taureau, et puis après en Narcisse, qui s'est, d'après ce qu'il dit, transformé en fontaine. Si vous voulez, je peux peut-être le lire, ce poème, parce qu'il est vraiment superbe. Je voudrais bien, richement jaunissant, en pluie d'or, goutte à goutte descendre, dans le beau sein de ma belle Cassandre, goutte à goutte descendre dans le giron de ma belle Cassandre, lorsqu'en ses yeux le somme va glissant. Puis je voudrais en taureau blanchissant me transformer pour sur mon dos la prendre, quand en avril, par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, 1000 fleurs, ravissant. Je voudrais bien, afin d'aiser ma peine, être un narcisse, et elle une fontaine pour m'y plonger une nuit à séjour, et voudrais bien que cette nuit encore durât toujours sans que jamais l'aurore d'un front nouveau nous rallumât le jour. Alors vous avez la métamorphose totale. C'est superbe. C'est extraordinaire. Enfin, c'est les plus belles choses qu'on puisse entendre. Ah, c'est admirable, parce que vous avez la transformation donc inspirée par l'érudition antique. Et puis, vous avez peu à peu le monde qui se met de la partie, avec au fond la transformation du temps même, puisque le rêve, c'est que le temps s'immobilise et que l'aurore ne réapparaisse jamais pour que la nuit soit une nuit sans fin, une nuit de bonheur amoureux sans fin. C'est absolument extraordinaire de voir, comment dire, cette façon d'emprunter des thèmes, des images, des mots même, à autrui, de les faire siens, de les transformer, d'en faire du Ronsard pur. Cette musique-là, elle est exclusivement le lot de Ronsard, vous voyez. Enfin. Tout à fait. Mignonne, levez-vous, vous êtes paresseuse. Jas, la gaie alouette, au ciel a fredonné, et Jas, le rossignol, frisquement jargonné dessus l'épinassie, sa complainte amoureuse. Debout, donc, allons voir l'herbelette perleuse, et votre beau rosier de boutons couronnés,
et vos œillets aimés, auxquels avait donné hier au soir de l'eau d'une main si soigneuse. Hier, en vous couchant, vous me fîtes promesse d'être plutôt que moi ce matin éveillé, mais le sommeil vous tient encore toute sciée. Jeanne, je vous punirai du péché de paresse. Je vais baiser 100 fois votre œil, votre tétin, afin de vous apprendre à vous lever matin. Les sonnets à Cassandre sont des vers en décasyllabes, c'est-à-dire des vers de 10 syllabes. Et ça a son importance. Ça fait des vers qui sont coupés de façon irrégulière. 4, 6. Je voudrais bien. 1, 2, 3, 4. Richement jaunissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, vous avez constamment cette... Alors, évidemment, ça n'est pas aussi lourd que ce que je viens de dire, mais c'est très sensible et ça donne un côté irrégulier à chacun des vers, puisque vous avez toujours un rythme 4-6, un côté dansant, peut-être, dont Ronsard joue de manière absolument admirable. Oui, c'est un musicien. Ah, tout à fait. Et avec Marie, il introduit le sonnet en alexandrin. Il ne fait pas que des sonnets en alexandrin, mais enfin, bon. Et l'alexandrin, c'est le vers de 12 syllabes, comme chacun sait, coupé au milieu, c'est-à-dire un rythme beaucoup plus régulier. Et c'est dans les continuations des amours, donc, que apparaît le personnage de Marie et qu'apparaît, disons, enfin une prédominance, si, des sonnets en alexandrin, qui peu à peu d'ailleurs sera une exclusivité de l'alexandrin dans ces amours de Marie, mais aussi et surtout peut-être un changement de ton. Parce que ah oui, tout à fait. Les sonnets à Cassandre, enfin les poèmes inspirés par Cassandre, sont des poèmes de style élevé, vocabulaire recherché, images recherchées. Oui, on n'a pas affaire à la même inspiratrice aussi. Mais voilà, Cassandre est une jeune fille de bonne famille, du moins c'est ce qu'on peut dire. Oui. Et puis elle vient d'Homère aussi. Elle vient d'Homère. Évidemment. Marie est une paysanne. Et vous allez avoir à partir de là... Et Ronsard va en profiter, au fond. Il va plus qu'en profiter, c'est ça. Il va tirer parti de cela pour créer une poésie d'une tonalité, mais tout à fait différente. Tillard, on me blâmait à mon commencement de quoi j'étais obscur au simple populaire. Mais on dit aujourd'hui que je suis au contraire, et que je me dément, parlant trop bassement. Toi, de qui le labeur enfante doctement des livres immortels, dis-moi, que dois-je faire? Dis-moi, car tu sais tout. Comme dois-je complaire à ce monstre têtu, divers en jugement? Quand je tonne en mes vers, il a peur de me lire. Quand ma voix se désenfle, il ne fait qu'en médire. Dis-moi, de quel lien, force, tenaille ou clou tiendrais-je ce protée qui se change à tout coup? Tillard, je t'entends bien. Il le faut laisser dire, et nous rire de lui, comme il se rit de nous, 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 comme il se rit. Je pourrais dire que c'est presque un modèle de ce que les artistes font avec les femmes. Enfin, on pense par exemple effectivement à Picasso qui a changé plutôt de style et qui changeait de femme en fonction d'une certaine manière, en fonction de ce qu'il voulait peindre de différent. Et il quittait pas une femme d'une certaine manière quand il se séparait d'une femme. Il se séparait d'une manière de peindre. Et pour Ronsard, il y a tout à fait de ça. C'est-à-dire que une femme est l'occasion, ou le nom d'une femme, ou en tout cas une représentation féminine, est une occasion d'écrire. Et puis, ça s'épuise, et à un moment donné, il y a un autre nom, avec une autre femme, une autre représentation, en tout cas, féminine, et peut-être même une autre femme réelle, qui lui donne une autre occasion d'exploiter d'autres filons de poétique. Oui, c'est tout à fait vraisemblable. Enfin, moi, je ne sais, pour les deux premières en particulier, parce que la troisième, Hélène de Surgères, on sait qu'elle a existé. Ça, oui, c'est autre chose. Existé, oui. Ça ne veut pas dire qu'il en était amoureux, comme on l'a dit, mais ça, c'est une autre affaire. Mais pour les deux premières, alors, ce que vous dites est tout à fait intéressant et tout à fait vrai. En effet, on peut faire ce rapprochement-là. On peut aussi se demander dans quelle mesure ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'envie d'utiliser un certain style littéraire qui l'a incité à inventer des femmes. Je vais jusque-là. Oui, absolument. Tout le monde ne me suit pas, hein, jusque-là. Non, mais j'ai un peu tendance à cela. Et en fait, c'est son travail de poète qui a conduit ces amours. Sensibilité d'artiste.
ce que je disais, je crois, en commençant, beaucoup plus que sensibilité d'amant. Oui, tout Parce à fait. qu'on n'a aucune confidence là-dessus, on n'a rien. Ah, ma chère ennemie, si tu veux m'apaiser, redonne-moi la vie dans l'esprit d'un baiser. Ah, j'en ai la douceur, sentie jusque au cœur. C'est une douce rage qui nous pointe doucement. Quand d'un même courage on s'aime incessamment. Heureux sera le jour que je mourrai d'amour. Heureux sera le jour que je mourrai d'amour. Heureux sera le jour que je mourrai d'amour. Alors, les influences, évidemment, Homère, Virgile, les amis du Bellay. Oui, Michel Simonnin. du Bellay, ami. Ah oui, quand même. Du Bellay est parmi les contemporains de Ronsard, quand cette nouvelle vague prend le pouvoir, à la fin des années 40, début des années 50, il y a un côté « à nous de Paris » qui est crié par toute une équipe de gens qu'on appellera plus tard la Brigade, la Pléiade, etc. Toute une génération qui s'empare de la poésie. Dans le groupe, on distingue, et eux-mêmes devaient le savoir mieux que nous ne le savons, comme encore aujourd'hui dans une classe préparatoire, une grande école, on voit bien qui est... Bon, la même chose. Qui a-t-on vu là? On a vu Jodelle, qui est un cas tout à fait particulier, qui va être l'homme qui va ressusciter la tragédie, etc., qui est un homme doué, mais en même temps très, très mélancolique, avec une sorte de carrière ratée, bon, mais qui est un inclassable, déjà un poète maudit avant l'heure. Et puis, il y a l'alter ego, celui qui est capable d'aller beaucoup plus loin que Ronsard, car n'oublions pas une chose. Ronsard a, en tout et pour tout, publié un distique en latin. Les poémata de Du Bellay, que les contemporains considéraient à l'égal, voire au-dessus de sa poésie française. Ronsard n'en a pas écrit une ligne pareille. Du Bellay est quelqu'un qui pouvait poser à Ronsard, comme on dit aujourd'hui, des problèmes. Du Bellay est mort en 60 et Ronsard en 1585. Il faut bien comprendre qu'on ne les met pas sur le même plan. Si la vie avait été donnée à Du Bellay, qu'aurions-nous comme œuvre ? Donc, ami, Du Bellay aussitôt a été le favori de Marguerite de France, la sœur d'Henri II, celle qui va devenir l'épouse de Philibert Emmanuel de Savoie, qui est un peu la protectrice des poètes. C'est lui qui a été chargé également du tumulus, avec d'autres, d'Henri II. C'est-à-dire que le tombeau d'Henri II, Ronsard en est quasiment écarté. Oh, fugitivement, il va arriver à revenir, mais il revient évidemment et pour cause, puisque Henri II meurt l'été 1559 et Du Bellay meurt le 1er janvier 1560. Alors après quoi, on va organiser les choses. La première édition des œuvres de Du Bellay complète va être faite par Guillaume Aubert, et au fur et à mesure, mais Ronsard, qui est un homme qui ne ment jamais, nous a laissé des textes, en particulier il y a une élégie où il y a l'ombre de Du Bellay qui revient dans ses rêves. Divin Bellay, dont les nombreuses lois par une ardeur du peuple séparées ont revêtu l'enfant de citérés, d'arcs, de flambeaux, de traits et de carquois. Si le doux feu dont jeune tu ardois enflambe encore ta poitrine sacrée, si ton oreille encore se récrée d'ouïr les plaints des amoureuses voix, oeille ton Ronsard qui sanglote et lamente, pâle de peur, pendu sur la tourmente, croisant en vain ses mains de vers les cieux, en frêle nef, sans mât, voile, ni rame, et loin du Havre, où pour astre, Madame me conduisait du phare de ses yeux. Michel de Guy, vous avez travaillé, vous, sur Du Bellay. Est-ce que vous pourriez nous dire les rapports
du Bellay-Ronsard? Alors les rapports dans la vie sont très importants, mais on ne va pas revenir là-dessus. Il faut savoir que je crois que la première rencontre, si je me rappelle bien, c'est les funérailles du cardinal du Bellay où Ronsard se trouve, l'amitié. C'est donc la question de la Pléiade, c'est-à-dire, et ça aussi c'est très important parce que ça reste dans notre affaire, qui est notre histoire, ça reste le prototype d'un groupe, d'une école avec manifeste. Alors la fameuse défense et illustration, c'est du Bellay bien entendu. Il s'y agit, vous vous en souvenez, d'un paradoxe magnifique, c'est-à-dire faire comme les anciens en ne faisant plus comme eux, c'est-à-dire ne plus écrire en latin ni en grec, mais inventer une origine comme ils ont été capables d'inventer, c'est-à-dire par fidélité leur être infidèle. Ça c'est le grand thème. Donc c'est aussi d'une certaine manière, si l'on veut, la première ou un des grands modèles de la querelle des anciens et des modernes qui va durer jusqu'à André Breton. Peut-être que ce qui caractérise notre aujourd'hui, c'est la fin de la querelle des anciens et des modernes, et même pour moi, c'est le sens que je donne à postmoderne. C'est-à-dire que 16e, 17e, 18e, 19e, 16e, bon, enfin 19e et 20e siècle jusqu'au milieu du siècle, c'est les temps modernes, qui est caractérisé par la querelle des anciens et des modernes. Ce rapport de rivalité ambiguë, de haine et en même temps de fidélité, qui fait que chaque génération se pose en s'en querellant avec les précédentes. Et je crois que c'est bien que ça dure jusqu'au surréalisme. Donc, je vois dans l'amitié et le lien avec, n'oublions pas bien entendu, des gens comme Bello, Baïf qui a joué un grand rôle, puisque Baïf était le prof de grec, c'est-à-dire le maître de grec. Baïf a été celui qui a cru pouvoir faire du pindarique dans la langue française, ce qui d'une certaine manière est impossible, mais là aussi nous amènerait dans une affaire très compliquée, qui est la question de la quantité dans la prosodie française. Parce que, est-ce qu'il y a quelque chose comme du quantitatif dans une langue qui, elle, ne fait pas jouer la quantité? Mais la diction, nous le savons, fait jouer la quantité, puisque on peut allonger, étirer, rétrécir, et donc on peut introduire le pied grec, le dactyle, tranché à la peste, etc. Et les modèles de Baïf sont des modèles, justement, pris chez les Grecs, dans la perspective de les transporter dans le français. Ronsard est pris dans cette affaire-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ronsard était le patron, considéré comme le maître des grandes odes, le maître pindarique, pendant que du Bellay... Par du Bellay lui-même ou pas? Ah oui, non, par du Bellay lui-même, il le dit à plusieurs reprises. Il dit, puisque les grands genres sont pris, l'épopée par exemple, sont pris par Ronsard, moi, il ne me reste rien. C'est-à-dire, il ne me reste qu'à m'occuper de ce qui n'est rien. Et qu'est-ce qui n'est rien? C'est le regret. Qu'est-ce qui n'est rien? C'est le tracas quotidien à Rome. Alors, il invente la lyrique qui est la nôtre, c'est la lyrique du quotidien. C'est le poème qui consiste à dire « Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à faire d'autre que d'écrire ce poème jusqu'au bout du sonnet ». Et là, il est un inventeur, mais ne sachant pas qu'il est l'inventeur du rien, si j'ose dire, en tous les cas, du regret. Pour ce, mon roi, s'il vous plaît que je fasse la Franciade, œuvre de long espace, de long labeur, il serait bien saison qu'eussiez égard à moi, pauvre grison, sur qui déjà l'automnale tempête a fait grêler 40 ans sur la tête. Daniel Ménager. L'itinéraire intellectuel de Ronsard, au fond, se déroule un petit peu à rebours de ce que l'on attend parfois. Au fond, quand il est jeune, Ronsard est sérieux. Il lui arrive même d'être parfois un petit peu ennuyeux. Plus il vieillit, il ne mourra pas très âgé, mais enfin, plus il vieillit, plus il accorde d'importance au fait, à l'instant, à ce qui est éphémère. Donc, je serais tenté de dire que, ordinairement, en vieillissant, on devient plus grave, plus sérieux. Ronsard, c'est le contraire. Du moins, en apparence. Je rappelle en passant que quand même, pendant 10 ou 12 ans, sans doute même un peu plus, Ronsard a travaillé à une épopée qu'il n'a jamais achevée, c'est la fameuse Franciade. Oui. Alors, cette Franciade, qui d'ailleurs comporte de très beaux passages, qu'est-ce que c'était? Une tentative pour comprendre ce qu'était, dans sa naissance, la nation française. Et la nation française, c'est toutes sortes de gens. Alors, je ne veux pas moderniser Ronsard, ça serait tout à fait ridicule. Mais il semble que pour Ronsard,
l'idée d'un vouloir vivre ensemble, comme on dit maintenant, Oui. ait pu constituer en partie l'idée de nation française. La française, c'est intéressant, mais finalement, Ronsard s'est peut-être rendu compte que des séries de chants ou de livres sur les Mérovingiens et même les Francs avant les Mérovingiens, ce n'était pas vraiment ce qui pouvait enthousiasmer les gens. Bon, alors pour cette raison et quantité d'autres, il laisse son épopée inachevée. Je serais tenté de dire, enfin c'est un raccourci, que ce qui va un petit peu remplacer l'épopée, ce sont des poèmes écrits pour les fêtes. Alors évidemment, il n'a pas attendu 1572, c'est en 1572 qu'il publie ce qu'il a écrit de la Franciade, c'est-à-dire simplement 4 livres. Il n'a pas attendu cette date pour écrire pour les fêtes. Par exemple, il y a de très beaux textes écrits à l'occasion de ce grand tour de France de Catherine de Médicis et de Charles IX, fête de Fontainebleau, etc. Mais on constate qu'il écrit de nouveau pour des divertissements de cour en 1570, Paix de Saint-Germain, 1572, la Carite, 1581, fête de Joyeuse. Et par exemple, pour les fêtes de Joyeuse, il écrit des poèmes brefs que je trouve parmi les plus beaux qu'il ait pu composer. À cette époque-là, où il y avait beaucoup de bals costumés, mascarades, ou de cartels. Les cartels, c'était une espèce de, au sens propre, c'est un défi qu'un groupe de chevaliers lance à d'autres chevaliers, et qui prélude à un tournoi ou un combat fictif. Cartel pour les chevaliers des flammes. Si les yeux pénétraient au profond de nos âmes, nous n'aurions point besoin d'habits chargés de flammes. Dès le premier regard, ils verraient qu'au-dedans, nous ne sommes que feu et que brasier ardent. Mais puisque l'œil ne peut notre accident connaître, il faut, par le dehors, le vous faire apparaître. Nos pensées, qui toujours tournent tout alentour de la personne aimée et se meuvent d'amour, comme tout mouvement est chaud de sa nature, nous enflamment le cœur d'une flamme si pure et si belle, qu'en lieu de nous faire mourir, nous sentons son ardeur doucement nous nourrir. Il ne faut s'ébahir si notre char se pare d'artifices de feu, si Vésuve et Lipare semblent brûler dedans. Chacun suit son désir, et nous suivons le feu comme notre plaisir. Alors on va parler maintenant de ces poèmes à Hélène, si vous voulez bien, Yvonne Avec plaisir. Bélanger, parce que alors vers quoi va Ronsard quand il écrit pour Hélène Si Alors, vous permettez, d'abord- il faudrait dire quand même que entre les continuations des amours de 1555-56 et les sonnets pour Hélène, je ne vais pas faire la liste, rassurez-vous, mais de 1578, il y a eu non plus de grands recueils amoureux, mais indépendamment même des remaniements, il y a eu ici et là d'autres textes amoureux, je serais presque tentée de dire épars, qui ont été écrits dans son œuvre. Mais aucun de ces textes n'a eu l'ampleur qu'avaient eu les amours à Cassandre, qu'ont eu les textes pour Marie et qu'auront les sonnets pour Hélène. Voilà, alors on passe de l'invention Cassandre et puis l'invention Marie. Alors l'invention Hélène, à quoi ça correspond? Alors, l'invention Alors d'abord cette Hélène, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on sait qu'elle a existé. Elle existe. Elle s'appelle Hélène de Surgères et elle est nommée comme Hélène de Surgères dans les sonnets pour Hélène. C'est pour ça qu'à mon avis, là, on doit tenir compte de son nom. Ce n'est pas nous qui extrapolons comme des critiques fiévreux qui cherchent partout à savoir et alors, vous voyez. Bien sûr, mais oui. c'est Ronsard qui le dit. Bon, ça c'est une chose. Alors, Hélène de Surgères est
peut pas dire un personnage historique, parce que s'il n'y avait pas eu Ronsard, on n'en parlerait pas beaucoup. Mais elle a existé. C'était une jeune femme de la cour. Elle était dame d'honneur de Catherine de Médicis. Elle avait à peu près 25 ans au milieu des années 1570. Et elle avait perdu son fiancé pendant la guerre de religion. Bien. Elle fréquentait le grand salon littéraire de l'époque, qui préfigure le salon de Madame de Rambouillet au début du XVIIe siècle, qui était le salon de la maréchale de Rais. C'est une personne cultivée, c'est une personne au courant de l'actualité. Elle vit à la cour. Enfin, ça n'a rien à voir, vous savez, avec la timide Fleur des Champs ou la dame quasiment idéalisée jusqu'à être une sorte de rêve. Alors, on retrouve justement avec les sonnets pour Hélène, déjà, cette magie du nom, Hélène de Troyes, évidemment. La belle Hélène, évidemment. Et alors ça, on va le savoir. On va le savoir. Dès le premier vers, dès le premier vers, je dis bien dès le premier sonnet, le premier sonnet, et là aussi, ça restera le premier sonnet des sonnets pour Hélène, qui seront moins réédités, étant donné qu'il date de la fin de la vie de Ronsard, quand même. Il écrit « Ce premier jour de mai, Hélène, je vous jure, par Castor, par Pollux, vos deux frères jumeaux. » Dans la mythologie, c'est le cas. Par la vigne enlacée à l'entour des ormeaux, par les prés, par les bois hérissés de verdure. Vous voyez, néanmoins, il y a dans ce premier sonnet, en alexandrin, comme presque tous les sonnets, tous, sauf les sonnets pour Hélène sont en alexandrin. Ça y est, c'est le rythme de l'équilibre, le rythme en 6-6, le rythme de l'ampleur, si vous voulez, de l'ampleur dans une langue qui est quand même beaucoup plus moderne, 25 ans ont passé. Oui, c'est le rythme de la langue française. Ah, tout à fait, c'est sensible, surtout pour des lecteurs qui ne sont pas trop habitués à la langue du XVIe siècle. Absolument, tout à fait. Par rapport c'est exact. Ah, c'est tout à fait ça. Et alors, mais à la fin du premier sonnet, il y a quelque chose qui est tout à fait insolite. Il lui dit dans les tercets, vous savez que les sonnets sont composés de deux quatrains et de deux tercets, et dans les tercets, il déclare ceci. C'est le premier sonnet des sonnets pour Hélène. Vous seul me plaisez. Bon. J'ai, par élection, par choix, et non à la volée, aimé votre jeunesse. Aussi, je prends en gré toute ma passion. Or, dans l'amour pétrarchiste, l'amour est irrésistible, c'est le Dieu qui frappe, c'est le coup de foudre, etc. Qu'est-ce qu'il dit là ? J'ai par élection, j'ai choisi de vous aimer. Je l'ai voulu. Je prends en gré, c'est-à-dire je consens à ma passion. Ce qui est presque antinomique dans les termes. La passion, on la subit, on ne la prend pas en gré. Et il continue. Je suis de ma fortune auteur, je le confesse. Ça fait 3 fois qu'il lui dit. C'est moi qui l'ai voulu, quoi. C'est moi qui l'ai voulu. La vertu m'a conduit en telle affection. Si la vertu me trompe, adieu, belle maîtresse. C'est stupéfiant. Ah oui. Si vous voulez, c'est le vrai personnage de femme dans les recueils amoureux de Ronsard. C'est elle qui a même une existence telle qu'il y a un sonnet par lequel, je ne sais pas si je peux dire tout ça, par lequel je suis tentée de la comparer à un passage de Montaigne. Vous me dites, maîtresse, étant à la fenêtre, regardant vers Montmartre et les champs d'alentour, la solitaire vie et le désert séjour valent mieux que la cour. Je voudrais bien y être. À l'heure, mon esprit de mes sens serait maître. En jeûne et oraison je passerai le jour. Je défierai les traits et les flammes d'amour. Ce cruel de mon sang ne pourrait se repaître. Quand je vous répondis, vous trompez de penser qu'un feu ne soit pas feu pour se couvrir de cendres. Sur les cloîtres sacrés, la flamme en voit passer. Amour dans les déserts comme aux villes s'engendre. Contre un Dieu si puissant, qui les dieux peut forcer, jeûne ni oraison ne se peuvent défendre. C'est intéressant parce que c'est peut-être la seule fois où, dans un recueil de ce type, qui est quand même un recueil inspiré par la tradition pétrarchiste, la dame réagit en personne indépendante. Elle prend la parole. Pour dire « moi, je ne veux pas aimer oui. ». C'est pas « je suis chaste, c'est « je refuse l'amour ». Or, il y a un... Enfin, ça, c'est Laure, hein ? Non. Pas tout à fait. Non. Laure fuit les avances de son amant. Oui. Toutes les dames sont inaccessibles. Toujours, sans ça, il n'y aurait pas d'amour pétrarchiste. Mais il n'y a pas chez elle cette réflexion sur l'amour qui est « je refuse d'aimer ». C'est peut-être « je refuse de vous aimer », mais c'est pas « je refuse d'aimer ». Elles sont mariées, elles sont intégrées, si vous voulez. Dans une Donc finalement, c'est la première fois que surgit une situation de cet ordre dans la poésie amoureuse ? À mon avis, oui.
À mon avis, oui, je crois que c'est la seule. Ça. Et je vous dis, ça me frappe d'autant plus dans ce sonnet que ça me fait penser à une remarque de Montaigne, une remarque qui date de 1588, enfin peu importe, on n'est pas à 10 ans près, où Montaigne écrit « Étant jeune, je m'opposais au progrès de l'amour que je sentais trop avancer sur moi et étudiais qu'il ne me fût si agréable qu'il vint à me forcer enfin et captiver du tout à sa merci. Je ne voulais pas être esclave de l'amour. » Et vous avez cette réflexion-là qui passe, me semble-t-il, dans ces propos d'Hélène. Oui, mais justement dans la bouche d'une femme. En plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est d'autant plus extraordinaire. Ronsard est un poète qui, effectivement, donne l'impression qu'il n'y a chez lui aucun clivage, une richesse sans frontières. André Gendre. Le monde est toujours complètement présent chez lui à chaque point de son œuvre. Et je pense que cela tient à deux caractéristiques de son œuvre que nous pourrions effectivement mettre, disons, en lumière à la fin de cet entretien. Capitale, ces deux caractéristiques, c'est la variété et le mouvement. Son esthétique est fondée sur une variété. Chaque œuvre engendre la suivante dans une forme différente. Au début de sa vie, il écrit des odes et promet une épopée, mais l'épopée viendra tard et de façon très partielle, et pourtant les odes se sont transformées en hymnes, se sont transformées en poèmes, de façon tout à fait imprévisible. Le génie de Ronsard est dans la variété, et cette variété est constituée par un mouvement continuel. Une vie, une œuvre. Pierre de Ronsard. Si c'est aimer, madame, et de jour et de nuit, rêver, songer, penser le moyen de vous plaire, oublier toute chose, et ne vouloir rien faire qu'adorer et servir la beauté qui me nuit, si c'est aimer de suivre un bonheur qui me fuit, de me perdre moi-même et d'être solitaire, souffrir beaucoup de mal, beaucoup craindre et me taire, pleurer, crier merci et m'en voir éconduit, si c'est aimer de vivre en vous plus qu'en moi-même, cacher d'un front joyeux une langueur extrême, sentir au fond de l'âme un combat inégal, chaud, froid, comme la fièvre amoureuse me traite, honteux, parlant à vous, de confesser mon mal, si cela c'est aimer, furieux je vous aime. Avec Yvonne Bélanger, Michel Deguy, André Gendre, Daniel Ménager, Michel Simonin. Texte lu par Philippe Moreau. Prise de son, Philippe Etienne, Christian Fontaine. Mixage, Pierre Laya, Cécile Gissot. C'était une émission de Christine Goémé et Jean-Claude Loiseau.